Le 6 avril 1941, Belgrade était englouti dans les flammes. Des centaines d'avions allemands apparurent de l'ouest, larguant des bombes sur la capitale yougoslave dans une attaque qui dura 3 jours. Plus de 17 000 personnes furent tuées et des milliers de maisons et de bâtiments furent détruits. Hitler appela cette opération Rétribution, un avertissement à toute nation osant abandonner l'Axe. En moins de 2 semaines, la Yougoslavie s'effondra. Les forces allemandes occupèrent tout le territoire. Mais la guerre dans les Balkans ne se termina pas. Dans les montagnes escarpées de Serbie, de Bosnie et du Monténégro, des groupes de partisans commencèrent à émerger, attaquant les convois de ravitaillement, assassinant les officiers allemands et brûlant les dépôts militaires. Pour répondre, le commandement allemand lança une stratégie impitoyable, suppression par la peur. Dès lors, les Balkans sombèrent dans une série d'opérations punitives continues par la Waffen-SS. Et parmi les commandants assignés à nettoyer la résistance, un nom se distinguait, August Schmidhuba, le général qui croyait que seule la brutalité absolue pouvait apporter l'ordre. Son histoire est l'un des chapitres les plus sombres de la guerre en Europe du Sud-Est. Biographie et le chemin vers l'adhésion à la SS d'August Schmidhuba. August Schmidhuba naquit le 8 mai 1901 dans la ville d'Augsbourg, en Allemagne du Sud. Son père était un fonctionnaire administratif, tandis que sa mère s'occupait de la famille. Quand la Première Guerre mondiale se termina, l'Allemagne tomba en crise. La défaite, la pauvreté et l'inflation laissèrent des millions de personnes dans le désespoir. Schmidhuba, alors âgé de 18 ans, grandit dans une société qui avait perdu sa direction et était remplie d'idéologies extrémistes. En mai 1919, il rejoignit la Reichswehr, la petite force militaire qui resta après le traité de Versailles. En 1921, Schmidhuba fut libéré et retourna en Bavière pour apprendre le métier de brasseur. Mais la vie civile ne dura pas longtemps. L'Allemagne à cette époque était engloutie dans la violence entre factions politiques. Schmidhuba rejoignit les Freikorps, un groupe paramilitaire de droite composé de vétérans de guerre. Il prit part à de nombreuses suppressions de mouvements ouvriers et de soulèvements socialistes. Dans cet environnement, Schmidhuba apprit une chose, la force triomphe toujours de la raison. Après plus d'une décennie dans l'armée, en 1931, il quitta les forces régulières. Cependant, sa carrière politique venait juste de commencer. Schmidhuba rejoignit le Parti populaire bavarois, une organisation conservatrice locale, et se présenta même pour un siège au conseil de district. En juillet 1933, quand Hitler arriva au pouvoir, il bascula rapidement vers la SA, la branche paramilitaire notoire du parti nazi. Et en 1935, il rejoignit la SS, l'unité plus élite et absolument loyale à Hitler. Au sein de la SS, Schmidhuba se distingua par sa discipline et sa précision froide dans l'exécution des ordres. Il gravit rapidement les échelons de SS Hauptsturmführer à SS Sturmbannführer au début de 1939. Quand la guerre éclata, il commanda une unité dans l'invasion de la Pologne et participa plus tard à la campagne de l'Ouest. Ses dossiers militaires le décrivaient comme calme, efficace et strictement obéissant. Des qualités qui plaisaient à ses supérieurs, mais qui formeraient plus tard le fondement de ses actions impitoyables. Alors que le front de guerre s'étendait dans les Balkans, Schmidhuba fut choisi pour une nouvelle mission, commander les forces Waffen-SS en Yougoslavie, où les Allemands luttaient pour contrôler le mouvement de résistance croissant. À partir de ce point, il entra dans le chapitre le plus sanglant de sa carrière, un chemin qui se terminerait 6 ans plus tard sous la potence à Belgrade. Contexte des Balkans et avancement militaire. Au début de 1941, la péninsule balkanique devint une préoccupation majeure dans la stratégie de l'Allemagne nazie. L'Italie avait échoué dans son invasion de la Grèce, et la présence de forces britanniques là-bas fit craindre à Hitler une contre-attaque qui pourrait menacer le flanc sud de l'invasion prochaine de l'Union soviétique. Pour assurer la sécurité des routes d'approvisionnement passant par la région, l'Allemagne était déterminée à prendre le contrôle total de la Yougoslavie et de la Grèce. Le 25 mars 1941, le gouvernement yougoslave signa un traité rejoignant l'Axe, permettant aux troupes allemandes de passer par son territoire. Mais seulement 2 jours plus tard, un coup d'État éclata à Belgrade, renversant le gouvernement pro-allemand. Hitler devint furieux. Le 27 mars, il ordonna une invasion immédiate et en moins de 2 semaines, la Yougoslavie s'effondra. Le pays fut divisé.
La Croatie devint un État satellite, la Serbie fut placée sous administration militaire allemande, tandis que le Monténégro et la Macédoine furent partagés entre l'Italie et la Bulgarie. À partir du milieu de 1941, le mouvement de résistance en Yougoslavie commença à croître. Les partisans de Tito en Bosnie et en Serbie attaquaient continuellement les convois, tendaient des embuscades aux garnisons et coupaient les lignes de communication allemandes. Le commandement allemand répondit avec des opérations de nettoyage dans les zones rebelles, qui en réalité étaient des attaques sur des villages soupçonnés d'abriter des combattants de la résistance. En 1942, Schmidhuba fut promu SS Obersturmbannführer et prit le commandement d'un régiment au sein de la 7e division de montagne volontaire SS, Prince Eugène. Cette unité était composée principalement d'Allemands ethniques des Balkans, des personnes nées dans des régions comme le Banat, la Croatie ou la Bosnie, qui étaient absolument loyales au Troisième Reich. Leurs ordres étaient explicites, détruire les groupes partisans et contrôler la population par tous les moyens nécessaires. Au cours des 2 années suivantes, Schmidhuba révéla progressivement sa vraie nature. Il n'était pas un fanatique politique, mais exécutait les ordres avec une froideur impitoyable. Chaque opération du prince Eugène laissait derrière elle des villages brûlés, des civils capturés et des terres désolées. Les rapports envoyés à Bernin le décrivaient comme un officier discipliné et efficace qui n'hésitait jamais devant aucune tâche. August Schmidhuba est la période de la division Prince Eugène. À partir du milieu de 1942, les partisans yougoslaves sous Tito commencèrent à contrôler les régions montagneuses de Serbie et de Bosnie. Bernin considérait ces zones comme un bastion de résistance qui devait être complètement éliminé. Schmidhuba prit part à l'opération Kozara en octobre 1942, une opération méticuleusement planifiée avec une liste de plus de 20 villages qui devaient être nettoyés. Dans le village de Kragujevac, ses troupes capturèrent toute la population, les enfermèrent dans l'église du village et y mirent le feu. Les flammes s'élevèrent pendant des heures, au point que les pilotes de reconnaissance allemands pouvaient les voir depuis les airs. Dans les zones de Goražde, Raska et Kraljevo, les unités SS fusillèrent des centaines d'autres, considérant cela comme une mesure dissuasive. Ce qui est notable, c'est que ces actions furent officiellement enregistrées. Un ordre portant la signature de Schmidhuba, envoyé au commandement du Sud-Est, déclarait « Tout village qui abrite des partisans ou qui échoue à signaler leur présence sera complètement détruit. » Cet ordre fut plus tard utilisé comme preuve au procès de Belgrade en 1947. Au début de 1943, Schmidhuba participa directement à l'opération Weiss, Cas blanc, la plus grande opération menée par l'Allemagne en Yougoslavie, impliquant plus de 90 000 troupes allemandes, italiennes et croates. Schmidhuba commanda l'une des ailes attaquant depuis la Bosnie occidentale. Quand les partisans se retirèrent à travers la forêt de Neretva, il ordonna l'anéantissement de chaque groupe de personnes se déplaçant sans armes. En réalité, des milliers de civils en fuite furent tués. Après la guerre, les documents militaires allemands qui furent saisis montrèrent qu'en 3 semaines d'opération, plus de 3300 personnes furent exécutées et 1700 autres furent capturées et transférées dans des camps de prisonniers. En 1944, alors que le front balkanique commençait à s'effondrer, Schmidhuba fut transféré dans la région d'Almat. En mars 1944, il commanda une opération le long de la zone côtière de Split et Makarska. Son ordre fut transmis avec le message « Ne laissez aucun abri aux partisans, pas même une seule maison ». En 4 jours, plus de 1500 personnes furent tuées et 15 villages furent brûlés jusqu'au sol. Tout cela fut rapporté à Berlin comme une victoire tactique. Au sein de la SS, Schmidhuba fut loué comme un officier décisif et efficace. Mais dans les Balkans, son nom devint synonyme de destruction. Villages abandonnés, colonnes de réfugiés sur les sentiers de montagne et forêts transformées en cendres. C'était l'héritage qu'il laissa derrière lui, avant d'être promu au commandement divisionnaire. August Schmidhuba et la Skanderbeg. En avril 1944, quand la guerre tourna défavorablement, la SS décida de former une nouvelle division au Kosovo, la 21e division de montagne SS Skanderbeg. C'était la tentative finale de l'Allemagne d'utiliser les forces locales pour tenir la région balkanique. Schmidhuba, qui venait d'être promu SS Brigadeführer, fut nommé premier commandant de la division.
Sur le papier, la mission de Skanderbeg était de protéger la route de transport de l'Albanie à la Serbie et de maintenir l'ordre au Kosovo. En réalité, l'unité devint rapidement un instrument d'oppression contre la population. Les premiers rapports en mai 1944 enregistrèrent des actes d'arrestation, de confiscation de propriétés et d'exécution sur place sous prétexte de combattre les partisans. Schmid-Huba ne l'arrêta pas. Au contraire, il considérait cela comme une méthode d'établissement d'autorité. Le même mois, il ordonna la coopération avec la Gestapo pour capturer les Juifs à Pristina, Peć et Kosovska Mitrovica. Environ 281 personnes furent arrêtées et remises aux Allemands. Elles furent transportées par train au camp de Bergen-Belsen et la plupart d'entre elles ne revinrent jamais. Cet événement fit de Skanderbeg la seule unité SS dans les Balkans directement impliquée dans l'exécution de la politique de génocide. À l'été de 1944, Schmid-Huba dirigea une série d'opérations pour nettoyer les montagnes monténégrines. Le pic fut l'opération Drvar, qui eut lieu le 28 juillet 1944 dans le village de Velika. Les soldats de Skanderbeg et un détachement du prince Eugène attaquèrent conjointement, tuant environ 550 Serbes en moins de 24 heures. Selon les témoignages de témoins d'après-guerre, Schmid-Huba était présent au poste de commandement avancé, approuva le plan et exigea que personne ne soit autorisé à quitter la zone. D'août à novembre 1944, le pillage, l'incendie criminel et les exécutions continuèrent à Nikšić, Podgorica et la région montagneuse de Durmitor. L'historien Dušan Nedeljković décrivit plus tard. Ils détruisirent des villages entiers, tuèrent le bétail, brûlèrent les récoltes, laissant derrière eux des terres vides et des cendres. Toutes les activités étaient sous le commandement de Schmid-Huba, qui soulignait constamment que les mesures fortes étaient le seul moyen de maintenir la stabilité. À la fin de 1944, la division s'était presque effondrée. Plus de la moitié des soldats albanais désertèrent, emportant leurs armes avec eux. La discipline se désintégra. Le pillage et les meurtres se produisirent même dans les rangs. Schmid-Huba devint furieux et rapporta à Berlin que les Albanais ne se battaient que quand il y avait quelque chose à prendre. Mais la vérité était que sa propre politique de répression, de terreur et de mépris pour la vie humaine avait détruit le moral des soldats. Le 1er novembre 1944, le haut commandement SS ordonna la dissolution de la division Skanderbeg. Les restes furent fusionnés de nouveau dans le prince Eugène, et Schmid-Huba retourna commander son ancienne unité. En moins de 2 ans, il avait directement ou indirectement causé des milliers de morts et laissé un héritage sombre à travers les Balkans. Les actions de Schmid-Huba dans ces 2 divisions, de Kragujevac à Velika, n'étaient pas seulement des crimes militaires, mais aussi la preuve de l'effondrement moral d'un homme dont le pouvoir s'était détaché de la conscience. Elles furent le prélude qui le mena au procès de Belgrade 2 ans plus tard, où chaque ordre, chaque chiffre et chaque signature de lui devinrent preuve de culpabilité. Étape finale et verdict. Au début de 1945, le front allemand dans les Balkans s'effondrait jour après jour. L'Union soviétique avait traversé le Danube, capturé Belgrade en octobre de l'année précédente, et les unités partisanes yougoslaves sous Tito contrôlaient la plupart du territoire. Même ainsi, la 7e division de montagne SS, Prince Eugène, essayait encore de tenir en Bosnie et en Croatie, que Hitler considérait comme la dernière ligne défensive en Europe du Sud-Est. Schmid-Huba, qui avait alors été promu SS-Brigadeführer et Generalmajor der Waffen-SS, reçut la responsabilité de commander toutes les forces restantes. La situation militaire était désastreuse. Les troupes allemandes dans les Balkans manquaient de tout: carburant, munitions, médicaments et même nourriture. Les colonnes de soldats blessés n'avaient plus de camions pour le transport et devaient marcher à travers les montagnes. Pendant ce temps, les unités SS de Schmid-Huba étaient constamment embuscadées par les partisans yougoslaves le long des vallées de Bosnie. Chaque jour, ils recevaient des rapports de soldats mourant de faim, désertant ou se rendant. Pourtant, au lieu d'ordonner une retraite complète, Schmid-Huba s'accrocha au commandement de tenir jusqu'au dernier homme. À la mi-février 1945, il ordonna le lancement de l'opération de nettoyage de Split, Dubrovnik et Šibenik, avec l'objectif de sécuriser la route de retrait à travers la Dalmatie vers la Slovénie. En réalité, c'était une série d'actions de représailles contre les civils
soupçonné d'aider les partisans. Les villages furent brûlés jusqu'au sol, les gens furent chassés, et toute la zone fut transformée en terre désolée. Les archives militaires yougoslaves après la guerre rapportèrent qu'en 2 mois seulement, les unités de Šmituba détruisirent plus de 80 villages, causant des centaines de morts civiles. En mars 1945, alors que les forces soviétiques approchaient de la frontière autrichienne, Šmituba reçut des ordres du haut commandement SS à Berlin de se retirer graduellement vers l'ouest. Cependant, l'ordre arriva trop tard. Les transports étaient coupés, les communications radio étaient instables et les unités étaient dispersées. Dans un effort pour maintenir le contrôle, il établit un centre de commandement de campagne à Šibenik, mais il ne fonctionna que quelques semaines avant d'être attaqué par les partisans. Le 20 avril 1945, le dernier anniversaire d'Hitler, Šmituba émit son dernier ordre enregistré. « Maintenez l'esprit de combat, ne vous rendez pas ». Mais seulement 3 semaines plus tard, l'empire qu'il servait s'effondra complètement. La nouvelle de la mort d'Hitler l'atteignit début mai. Berlin était tombé et les unités SS dans les Balkans n'avaient plus aucune raison de se battre. Šmituba ordonna une retraite à travers la Bosnie, Zagreb et Celje, en Slovénie, espérant atteindre la zone contrôlée par les forces britanniques pour se rendre plutôt que de tomber entre les mains des partisans. Il voyageait avec une petite escorte, portant tous les papiers personnels et médailles. Selon le témoignage ultérieur d'un officier adjudant, Šmituba croyait encore que son rang SS garantirait qu'il soit traité comme un prisonnier de guerre, non comme un criminel. Mais ce plan s'effondra le 11 mai 1945. Alors que son convoi approchait de la ville de Celje, en Slovénie, ils furent interceptés par une unité partisane yougoslave. Après un bref échange de coups de feu, Šmituba fut capturé vivant. Les documents saisis sur lui comprenaient un journal de guerre, des listes d'officiers et des ordres opérationnels signés relatifs aux campagnes au Monténégro et au Kosovo, qui servirent plus tard comme preuve au procès de Belgrade. Quand il fut escorté, il maintint encore l'attitude d'un officier de haut rang. Uniforme SS complet, bottes polies, ceinture de cuir et une rangée de médailles sur sa poitrine, incluant la croix de fer de première et seconde classe et la médaille du front de l'Est. Pour lui, c'étaient des symboles d'honneur, mais pour ceux qui le virent à Celje, ils étaient le visage de la culpabilité. Après plusieurs jours d'interrogatoire préliminaire, Šmituba fut transféré à Belgrade. La République fédérale démocratique de Yougoslavie menait alors une série de tribunaux militaires spéciaux pour poursuivre localement les criminels de guerre allemands, parallèlement au procès de Nuremberg en Allemagne. Son nom apparut sur la liste prioritaire avec d'autres commandants SS qui avaient opéré dans les Balkans. À partir de ce moment, il n'était plus un général du Troisième Reich, mais un criminel de guerre attendant le jugement. Et Belgrade, une ville autrefois secouée par les bombes allemandes en 1941, devint maintenant l'endroit qui déciderait de son sort. L'homme qui avait aidé à transformer les Balkans en symbole de la brutalité de la guerre. Le procès à Belgrade quand la justice fut rendue, le procès de Šmituba, eut lieu au tribunal militaire de Belgrade au début de 1947. Il fut amené au tribunal avec plusieurs autres officiers SS capturés dans la région. Les procureurs yougoslaves présentèrent des centaines de pages de preuves, incluant des rapports militaires allemands, des journaux de guerre et des témoignages de témoins survivants. L'un des témoins les plus importants fut le docteur Dušan Nedeljković, qui enquêta sur les massacres dans la région de Nikić. Il présenta une liste de plus de 500 victimes, incluant femmes et enfants, avec des témoignages de survivants qui identifièrent clairement des officiers allemands agissant sous les ordres de Šmituba. Le tribunal présenta aussi des preuves concernant l'opération Velikica, dans laquelle plus de 550 villageois serbes furent tués en un seul jour, un événement que Šmituba ne pouvait pas nier parce que l'ordre était signé directement en son nom. Tout au long du procès, Šmituba resta calme. Il prétendit qu'il ne faisait que suivre les ordres de ses supérieurs, arguant que la situation dans les Balkans était hors de contrôle. Cependant, le panel de juges rejeta cet argument, concluant qu'il agit délibérément et était pleinement conscient des conséquences de ses ordres. La défense de ne faire que suivre les ordres avait été utilisée fréquemment à Nuremberg, mais pour les gens de Yougoslavie, où des dizaines de milliers de familles avaient perdu des êtres chers, ce n'était plus une excuse. Le 19 février 1947,
le tribunal militaire yougoslave condamna Auguste Schmidhuba à mort. Il ne montra aucun remords et ne fit pas appel. La sentence fut exécutée peu après à Belgrade, mettant fin à la vie de l'un des commandants SS directement responsable d'atrocités dans les Balkans. Le procès Schmidhuba ne fut pas aussi célèbre que Nuremberg, mais il eut une signification symbolique profonde pour les gens de Yougoslavie. Il marqua l'affirmation de la souveraineté légale par une nation nouvellement libérée de la guerre et montra que peu importe où les crimes se produisaient, ceux qui les commandaient feraient finalement face à la justice. L'histoire a toujours contenu des moments où l'humanité doit confronter l'obscurité en elle-même. Le cas d'Auguste Schmidhuba est un exemple frappant de ceci, où l'obéissance aveugle et une croyance déformée en l'ordre causèrent à un homme de perdre tout sens des limites morales. Dans chaque armée, la discipline est nécessaire, mais quand la discipline est séparée de la conscience, elle devient un outil pour le mal. Schmidhuba n'agit pas par haine, mais par habitude d'obéissance absolue, et cela le rendit plus dangereux que n'importe quel fanatique. En tant qu'historien, je crois que des histoires comme celle-ci doivent être racontées, non pour provoquer la haine, mais pour nous rappeler les conséquences du silence. La violence naît non seulement de ceux qui donnent les ordres, mais aussi de ceux qui obéissent sans question. N'importe quelle société peut répéter une telle tragédie si les gens arrêtent de penser, arrêtent de résister et abandonnent leur conscience aux autres. Les guerres peuvent finir, mais leurs leçons doivent être rappelées. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir de ne pas le répéter, en préservant la capacité de questionner et de dire non au mal. C'est le plus grand héritage que l'histoire laisse derrière, pas dans les nombres ou les verdicts, mais comme un avertissement pour l'avenir, qu'une société n'est vraiment civilisée que quand ces gens connaissent les limites du pouvoir et ont le courage de se lever quand la conscience est sous menace. Rome, mars 1944. L'air était épais de fumée de poudre à canon et le son des sirènes résonnant à travers la ville. Au centre, une explosion violente venait de déchirer la Via Rasella. 20 soldats allemands tombèrent et en quelques heures, l'ordre de représailles fut émis. Pour chaque soldat allemand mort, 10 Italiens devaient payer. L'homme coordonnant l'exécution de cet ordre n'était autre que Pietro Caruso, le chef de police de Rome, celui en qui les Allemands avaient le plus confiance dans leur appareil dirigeant. Au quartier général de la police sur Via Tasso, la liste des victimes fut rapidement dressée. Les noms de prisonniers, membres de la résistance, et même ceux qui n'avaient jamais commis aucun crime furent barrés, encerclés et marqués en rouge un après l'autre. Dans la pièce froide et étroite, Caruso se tenait regardant la liste s'allonger, ligne par ligne, signant calmement, comme si ce n'était rien de plus qu'une procédure administrative. Le lendemain, plus de 300 personnes furent emmenées aux grottes de pierre à la périphérie de Rome. Les coups de feu brisèrent le silence. C'était le massacre des fosses ardéatines, l'un des crimes les plus horribles sur le sol italien commis par l'Allemagne nazie, et le tournant qui scella le sort de Pietro Caruso. À partir de ce moment, l'histoire ne l'enregistra plus comme un officier de police d'Italie, mais comme le collaborateur le plus loyal avec le régime d'occupation d'Hitler à Rome, un symbole d'obéissance aveugle et de l'alliance pécheresse entre le fascisme italien et l'empire allemand mourant. Les origines de Pietro Caruso. Pietro Caruso naquit le 10 novembre 1899 à Monteleone, Campanie, Italie du Sud, où guerre, pauvreté et obsession de l'honneur national s'entremêlaient pour créer un terrain fertile pour l'extrémisme. Alors que la Première Guerre mondiale entrait dans sa phase finale, il rejoignit les Bersaglieri, l'unité d'infanterie d'élite d'Italie, connue pour sa discipline et son agressivité. Quand la guerre finit, l'Italie tomba en crise. Des millions de vétérans rentrèrent chez eux sans emploi, sans avenir, et seulement l'amertume d'être étiquetés comme une nation victorieuse mais humiliée. Dans cette atmosphère, des hommes comme Caruso trouvèrent un exutoire dans le fascisme, une idéologie qui promettait de restaurer la gloire par le pouvoir et la violence. En 1919, il prit part à l'occupation de la ville de Fiume, menée par l'écrivain Gabriele D'Annunzio, une aventure politique imprégnée de militarisme et de nationalisme.
Ce fut la première expérience de Caruso qui le convainquit que la loi n'était qu'un outil d'effort. Cette croyance devint plus tard le principe directeur de toute sa vie. En 1921, Caruso rejoignit officiellement le Parti national fasciste. Un an plus tard, il participa à la Marche sur Rome, l'événement qui porta Benito Mussolini au pouvoir. Pour Caruso, ce n'était pas seulement une victoire pour un mouvement, mais la preuve de la vérité qu'il vénérait. Seule la violence pouvait créer l'ordre. Peu après, il rejoignit la Militia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, la milice volontaire pour la sécurité nationale, aussi connue sous le nom de chemise noire. C'était la force paramilitaire de Mussolini chargée de supprimer les ouvriers, de briser les manifestations et de répandre la peur parmi la population. Dans ses rangs, Caruso monta rapidement. Il devint connu comme un homme froid, absolument loyal qui était prêt à exécuter n'importe quel ordre, peu importe ce que c'était. De sous-lieutenant, il fut promu lieutenant-colonel, un avancement inhabituellement rapide qui reflétait la faveur de Mussolini pour ceux qui savaient quand s'incliner et quand être impitoyables. Pour Caruso, la loyauté était tout. La moralité ou la loi n'était qu'une décoration pour les faibles. En 1941, quand l'Italie étendit sa campagne d'occupation en Yougoslavie, Caruso fut nommé officiel au tribunal spécial pour la Dalmatie, une institution créée par le régime fasciste pour juger les cas de trahison et d'opposition. En réalité, ce n'était rien de plus qu'une machine d'exécution légalisée. Sous son autorité, le tribunal mena au moins 40 procès, émettant 48 condamnations à mort et exécutant 35 exécutions. Ceux amenés en jugement incluaient des partisans, enseignants, étudiants et même des prêtres. Il n'y avait pas de jury, pas d'avocat de la défense et pas de preuves claires, seulement des verdicts préécrits attendant la signature de Caruso. Pour lui, chaque personne condamnée n'était plus humaine, mais simplement un obstacle sur le chemin du régime. Ses actions le placèrent plus tard sur la liste alliée des criminels de guerre après la guerre. Mais à l'époque, Caruso les voyait comme des accomplissements, la preuve de la loyauté qu'il souhaitait consacrer entièrement à Mussolini. Dans sa vision déformée du monde, la violence était un devoir et la compassion était un péché. Les sbires d'Hitler. En 1943, l'Italie s'effondra. Après une série de défaites en Afrique du Nord et sur le front russe, le régime de Mussolini perdit le contrôle. Le roi Victor Emmanuel III ordonna l'arrestation du dictateur et déclara la reddition aux forces alliées. À ce moment, le pays fut déchiré en deux. Le sud sous contrôle allié et le nord tombant entre les mains de l'Allemagne nazie. Au milieu de ce vide de pouvoir, Hitler créa la République sociale italienne, Repubblica Sociale Italiana, RSI, un gouvernement fantoche soutenu par les fusils allemands. Et c'est dans ce chaos que Pietro Caruso choisit un chemin sans retour. Au lieu de se tenir avec son pays, il s'inclina devant les occupants. Sa loyauté envers Mussolini le poussa à s'accrocher aux fragments de pouvoir qui restaient sous le nouveau régime. Il gagna rapidement la confiance de Tullio Tamburini, le chef de police de la RSI. Avec le dossier idéal d'un homme qui avait écrasé le mouvement de résistance en Dalmatie et avait une vaste expérience dans l'appareil de sécurité fasciste, Caruso fut nommé chef de police à Vérone et peu après fut transféré à Rome, le centre de l'administration allemande en Italie. De là, il entra dans le chapitre le plus sombre de sa vie. En tant que chef de la force de police de Rome, Caruso devint un lien vital dans la machinerie d'occupation d'Hitler. Il travailla étroitement avec Herbert Kappler, le commandant de la Gestapo à Rome, qui était directement responsable de l'application de la répression nazie en Italie. Les deux se rencontraient fréquemment au quartier général sur Via Tasso, un bâtiment transformé en centre de détention et d'interrogatoire. Ceux qui y furent emmenés le décrivirent comme un enfer, où Caruso et Kappler ordonnaient conjointement des interrogatoires, des confessions forcées et sélectionnaient les noms de ceux jugés plus nécessaires. Il ne suivait pas simplement les ordres, il savourait le pouvoir qu'ils lui donnaient. Sous le commandement de Caruso, la police de Rome devint un instrument de terreur, chassant les Juifs,
saisissant les propriétés, démantelant les groupes de résistance et traquant quiconque était soupçonné de sympathiser avec les Alliés. Chaque maison dans l'ancien ghetto juif de Rome fut fouillée, chaque famille chassée dans la nuit, laissant derrière des pièces vides et des cris s'estompant dans l'obscurité. L'or et les objets de valeur qui furent confisqués furent rassemblés sous ses ordres, certains envoyés à Berlin, tandis que le reste disparut sans trace. Les témoins confirmèrent plus tard que Caruso et ses subordonnés se partagèrent les biens de ceux qu'ils venaient d'arrêter. Mais ce n'était pas seulement l'avidité. Ce qui le rendait plus terrifiant était sa loyauté aveugle. Caruso croyait que l'Italie ne pouvait survivre qu'en se soumettant aux Allemands. Dans les réunions, il répétait constamment que l'ordre devait être maintenu par la peur. Cette croyance fit de lui le serviteur le plus fidèle d'Hitler à Rome, prêt à trahir son propre peuple pour prouver sa valeur aux occupants. Et puis en mars 1944, quand la résistance italienne bombarda une patrouille SS sur Via Rasella, Caruso vit sa chance de prouver sa loyauté absolue. Il s'unit immédiatement avec Kappler pour orchestrer l'une des représailles les plus horribles de l'histoire italienne moderne, le massacre des Fosses Ardéatines. À partir de ce moment, le nom Pietro Caruso fut à jamais lié à l'obscurité. Plus un policier de l'État italien, mais le collaborateur le plus dévoué de l'empire d'Hitler sur sa propre patrie. Gestapo de Rome. Quand Pietro Caruso mit le pied à Rome au début de 1944, la ville n'était plus la capitale élégante d'Italie, mais une métropole occupée, remplie de soldats allemands, véhicules blindés et la peur rampant dans chaque ruelle étroite. Il arriva comme chef de police sous la supervision directe de la Gestapo, portant l'autorité absolue pour supprimer tout signe de résistance. À cette époque, Rome était le centre d'activité pour des dizaines de groupes de résistance. Tracts secrets, stations radio clandestines et bombardements à petite échelle rendaient les Allemands fous. Et Caruso, un homme qui savait exactement comment survivre sous une dictature, prouva rapidement sa valeur par la cruauté et l'efficacité. Il travailla étroitement avec Herbert Kappler, le commandant de la Gestapo à Rome, qui était directement responsable du maintien de l'ordre à la manière d'Hitler. Les deux se rencontraient souvent au quartier général de la police, sur Via Tasso, qui devint bientôt le centre d'interrogatoire et de torture de la Gestapo en Italie. Là, les cris étouffés, confessions forcées et gens qui entraient mais ne revenaient jamais devinrent la norme. Caruso était en charge de la tenue des registres et des transferts de prisonniers, tandis que Kappler donnait les ordres pour le traitement. Ensemble, ils construisirent un système dans lequel les êtres humains étaient réduits à des numéros, une machine à tuer alimentée par la paperasserie et les ordres. Les actions de Caruso ne s'arrêtèrent pas à la répression. Il utilisa également sa position pour confisquer les biens des Juifs de Rome. Quand les décrets allemands exigèrent la remise de l'or, il dressa des listes de chaque famille, les forçant à remettre leurs possessions sous prétexte de contribution à l'État. Beaucoup de ces objets, des bagues et montres aux lingots d'or, disparurent sans laisser de traces. Plus tard, des témoins attestèrent qu'il avait redistribué avec ses subordonnés la plupart de l'or collecté entre eux. La combinaison de l'avidité et du pouvoir fit de Caruso l'incarnation parfaite d'un fonctionnaire fasciste, à la fois cruel et corrompu. Pour lui, il n'y avait aucune frontière entre le devoir et le gain personnel. Pendant les quelques mois où il détint le pouvoir à Rome, il vécut somptueusement, tandis que des milliers furent déportés ou assassinés sous sa propre signature. Massacre des Fosses Ardéatines, 1944. Le 24 mars, un groupe de combattants de la résistance italienne de l'organisation Gruppi d'Azione Patriottica attaqua une unité de police SS allemande marchant le long de la Via Rasella. Une bombe cachée dans une charrette à ordures explosa, tuant 33 soldats allemands et secouant tout le centre-ville. Ce fut l'un des actes de résistance les plus audacieux de l'Italie en temps de guerre, mais cela devint aussi la cause d'une tragédie sanglante. Cette nuit même, les Allemands ordonnèrent des représailles selon un ratio de 10 pour 1. Pour chaque soldat allemand tué, 10 Italiens devaient être exécutés. Herbert Kappler fut chargé de mener l'opération, et Pietro Caruso fut celui qui lui fournit les ressources humaines nécessaires. Lui et ses subordonnés compilèrent une liste de prisonniers des prisons de Rome, juifs, détenus politiques, membres de la résistance, et même ceux arrêtés sur simple soupçon. La liste devint si longue que Kappler n'eut plus le temps de lire chaque nom.
Il donna à Caruso pleine autorité pour en ajouter d'autres. Et Caruso, avec son froid caractéristique, inclut tous ceux qu'il voulait éliminer. Ennemis personnels, suspects et ceux qui avaient osé parler contre lui. Le matin du 24 mars 1944, des camions scellés partirent l'un après l'autre des prisons Regina Coeli et Via Tasso, transportant 335 personnes, dépassant le nombre désigné de 330. Caruso et Kappler étaient tous deux présents aux grottes Ardéatines, une carrière abandonnée à la périphérie de Rome, où eurent lieu les exécutions. Ceux qui furent emmenés n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. On leur dit de descendre des camions, de se mettre en rang par paire et de marcher profondément dans les tunnels sombres. Là, les soldats allemands les divisèrent en petits groupes. Leurs mains furent attachées dans le dos. Ils furent forcés de s'agenouiller et chacun fut abattu à bout portant. Quand la grotte fut pleine, les Allemands firent exploser des explosifs pour sceller l'entrée et dissimuler toutes les traces. Le massacre devint l'une des tâches les plus sombres de l'histoire de l'occupation de Rome. Parmi les 335 victimes se trouvaient des juifs, des prêtres, des médecins, des ouvriers et même le lieutenant Maurizio Giglio, qui avait autrefois servi sous Caruso, mais fut personnellement livré à la Gestapo par lui pour avoir prétendument collaboré avec les Alliés. Quand la nouvelle se répandit, toute la ville fut paralysée. Le peuple appela les fosses Ardéatines la tombe de l'Italie, et dans chaque malédiction, le nom de Pietro Caruso était mentionné aux côtés d'Herbert Kappler. Les deux hommes étaient considérés comme des symboles de trahison et de cruauté. Après le massacre, Caruso continua à faire appliquer les ordres d'occupation, mais l'indignation publique grandit rapidement. Les groupes de résistance commencèrent à le traquer, et même au sein de la RSI, beaucoup le considéraient comme un fardeau. Quand les forces alliées avancèrent vers Rome en juin 1944, il tenta de fuir, mais échoua. Lors d'une petite explosion pendant son déplacement, il fut gravement blessé à la hanche et dut s'appuyer sur des béquilles par la suite. L'effondrement et l'arrestation. En juin 1944, les chars Sherman alliés entrèrent dans Rome, mettant fin à près d'un an d'occupation. La ville respira la liberté, mais en même temps la fureur éclata. Les gens commencèrent à traquer ceux qui avaient servi les Allemands, et sur chaque liste, Pietro Caruso, le chef de la police de Rome, le plus proche collaborateur de la Gestapo, était toujours en tête. Caruso savait que son temps était fini. Quand les Allemands se retirèrent, il tenta de s'échapper vers le nord, où les restes des forces fascistes tenaient encore. Il quitta Rome de nuit dans un camion civil déguisé, transportant une petite somme d'argent et de faux documents. Mais à la périphérie de Viterbe, une petite explosion, possiblement d'une mine oubliée, fit perdre le contrôle au camion. Il fut gravement blessé à la hanche et souffrit d'une fracture du bassin. Dès lors, il dut utiliser des béquilles, marchant en boitant, l'image brisée d'un homme qui avait autrefois fait trembler toute une ville. Une semaine plus tard, la résistance italienne le captura dans une petite auberge. Quand le véhicule transportant Caruso entra dans Rome, la foule furieuse envahit les rues, lançant des pierres et criant « Traître, traître à la nation !» Une femme leva la photo de son fils mort dans le massacre des Ardéatines et cria à travers ses larmes « Vous avez signé l'ordre de le tuer !» Son cri s'éleva au-dessus du bruit des sirènes de police. Les gardes durent tirer des coups de semonce pour empêcher la foule d'attaquer. Emprisonné à Regina Coeli, Caruso n'avait plus aucun pouvoir. Dans sa cellule d'isolement, il restait assis silencieusement, fixant le mur de pierre froide. Il ne demandait qu'à voir un prêtre. Personne ne savait si c'était du repentir ou la peur du jugement qu'il savait venir. Pour ceux qui l'avaient connu, ce silence n'était pas du remords, mais la paralysie d'un homme longtemps habitué à donner des ordres, maintenant forcé de baisser la tête. De celui qui signait autrefois des listes de morts pour des centaines, il était maintenant assis attendant son propre tour. Le procès et l'exécution au fort Bravetta. Le 20 septembre 1944, Pietro Caruso fut amené au procès public à Rome devant l'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo, la haute cour pour les sanctions contre le fascisme. Le procès eut lieu dans le chaos. Les foules remplirent la place, beaucoup portant des photos de parents tués dans le massacre des Ardéatines. Chaque fois que son nom était appelé, des huées et des cris résonnaient dans la salle d'audience. L'acte d'accusation déclarait clairement qu'il était accusé de collaboration avec les occupants allemands,
de complicité dans le massacre des fosses ardéatines et de crimes contre l'humanité. Des témoins survivants racontèrent comment il approuva des listes de prisonniers, ordonna la confiscation des biens juifs et resta immobile tandis que la Gestapo emmenait des groupes de personnes qui ne revinrent jamais. Au tribunal, Caruso tenta de rester calme. Il témoigna qu'il ne faisait que suivre les ordres de ses supérieurs et n'avait directement ordonné la mort de personne. Mais ces mots ne firent qu'énerver davantage la foule. Un témoin se leva et cria « Quel ordre vous permet de signer des sentences de mort pour votre propre peuple ?» Personne dans le jury n'eut besoin d'entendre plus de défense. Le 21 septembre, la sentence de mort fut annoncée. Le tribunal détermina qu'il était le collaborateur le plus actif avec la Gestapo, directement responsable des arrestations, interrogatoires et transferts de prisonniers qui menèrent à leur mort. Alors qu'il quittait la salle d'audience, il fut bombardé de pierres et d'insultes par la foule, n'échappant que grâce à une ligne de garde dense. Tôt le matin suivant, le 22 septembre 1944, au fort Bravetta, Caruso fut amené sur le site d'exécution. L'air était encore brumeux. Un camion gris entra lentement dans la cour intérieure du fort. Il descendit, s'appuyant sur des béquilles, le visage pâle. À côté de lui se tenait un prêtre tenant un petit crucifix. Il ne dit pas grand-chose, baissa seulement la tête pour entendre la prière finale. Quand le peloton d'exécution prit position, Caruso demanda à s'asseoir car sa blessure à la hanche rendait impossible de rester debout. Il portait un costume bleu clair, avec un mouchoir blanc dans la poche de poitrine, vestige de l'apparence aristocratique qu'il tenta de maintenir jusqu'à la fin. Alors que l'officier commandant donna l'ordre de se préparer, il tourna légèrement la tête et dit « Vive l'Italie, vive l'Italie !» Une salve de coups de feu retentit. Son corps s'affaissa, attaché à la chaise. La justice, bien que tardive, avait parlé. L'homme qui dirigeait autrefois Rome par la peur rencontra finalement sa fin devant les fusils de ceux qui l'avaient opprimé. La nouvelle de l'exécution se répandit rapidement à travers l'Italie. Pour les gens de Rome, ce n'était pas seulement de la vengeance, mais la libération d'une nation longtemps opprimée. Pietro Caruso, qui s'était autrefois vu comme un symbole d'ordre, était devenu le symbole de la trahison et de la chute du fascisme italien. L'héritage de Pietro Caruso. La mort de Pietro Caruso ne ferma pas un chapitre de l'histoire, mais ouvrit une question plus profonde sur l'humanité et le pouvoir. L'histoire n'enregistre pas seulement les batailles ou les traités, mais aussi comment une personne ordinaire peut devenir un instrument du mal quand la loyauté est placée au-dessus de la conscience. Caruso n'était pas né monstre. Il était le produit d'une époque où les gens étaient enseignés que l'obéissance était une vertu et le doute une trahison. C'était cette croyance même qui le mena pas à pas dans les ténèbres, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour possible. Dans les années après la guerre, l'Italie dut faire face à son passé, un passé non seulement de criminels, mais aussi de ceux qui restèrent silencieux. Caruso était un reflet de cette vérité. Il n'aurait pas pu agir seul. Chaque liste, chaque ordre exécuté nécessitait la complicité de ceux qui choisirent de fermer les yeux. Et peut-être que la plus grande leçon de cette histoire ne réside pas dans la punition d'un homme, mais dans une société apprenant à reconnaître quand la loi a été transformée en outil d'oppression. En tant qu'historien, je crois que la justice ne s'exerce pas seulement sur le terrain d'exécution, mais aussi dans la mémoire. Quand une nation ose confronter ses propres erreurs, elle sort véritablement du passé. L'exécution de Pietro Caruso ne fut pas seulement le prix payé par un criminel, mais un avertissement sur le pouvoir de l'autorité non contrôlée. Chaque dictature commence avec des gens qui croient faire ce qui est juste et se termine avec les innocents payant le prix. La génération d'aujourd'hui, en regardant en arrière, doit comprendre que l'histoire n'est pas destinée à juger, mais à rappeler. Chaque fois que quelqu'un fait des compromis avec l'injustice, ou reste silencieux devant la tyrannie, un autre Caruso naît. Et notre responsabilité, en tant que ceux qui vivent en paix, est de s'assurer que cela n'arrive plus jamais. La justice n'est pas seulement le destin des méchants, mais le choix quotidien des bons dans chaque plus petite décision qu'ils prennent.